Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat à un sujet nouveau. Il s'agit de l'ingénierie des systèmes sociaux. Notre invité sera l'ingénieur Ahmed Salah Fikri, qui est un ingénieur, mais ingénieur de nanotechnologie, mais il a fait sa thèse de doctorat sur un sujet nouveau, susceptible d'utiliser cette logique de nanotechnologie sur les systèmes sociaux de manière à mieux formuler des études sociales, à mieux formuler des statistiques et des études et des visions stratégiques à très long terme. L'ingénieur docteur Salah Fikri, Ahmed Salah Fikri, va nous en dire plus. Mais avant, aujourd'hui, un événement important a eu lieu aussi, c'est l'inauguration du port de Safaga après les travaux de réaménagement. Le chef de l'État l'a inauguré, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, aussi de hauts responsables dont le Premier ministre et le ministre de la Défense ont assisté à sa cérémonie. Les Mistral Gamal Abdel Nasser et Anwar el-Sadat Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser ont rejoint la flotte où on rejoint la cérémonie, et lors de cette cérémonie, de nouvelles unités spéciales de la deuxième flotte aussi égyptienne étaient présentes. Par ailleurs, le chef de l'État avait aussi donné le coup d'envoi pour commencer les travaux de réaménagement du projet minier du Triangle d'Or. Et le président de l'autorité portuaire de la mer Rouge avait déclaré que l'organisme de l'ingénierie militaire avait participé aux travaux de rénovation du port. Pour en savoir plus et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Nagui El Ariane, investisseur se trouvant à Safaga. M. Nagui El Ariane, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. On aimerait jeter la lumière sur la cérémonie à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. C'était une très bonne cérémonie et vraiment nous étions enchantés de voir ce port-là, spécialement de point de vue touristique, surtout pour les pays arabes et nos frères arabes qui viennent à Safaga pour leur congé. Et vraiment, c'était quelque chose de luxueux, vraiment on trouve ça partout dehors. Et c'était la première fois qu'on trouve ce domaine-là, que le président même est intéressé à venir et à ouvrir ce port-là. Vous, en tant qu'investisseur, dans quelle mesure vous pensez qu'il y aura une valeur ajoutée au tourisme ? Dans quelle mesure ces travaux d'aménagement et dans quelle mesure le nouveau statut du port va aider à améliorer le tourisme en Égypte? Vous savez que pour le tourisme, c'est le service. C'est le service qu'il obtient dans le pays dont il vend. Et ce port va leur donner un service vraiment luxueux et il sera les procédures pour rentrer et pour sortir de ce port sera très facile et ce sera sur un plan international et vraiment c'est très beau vraiment. Oui, mais vous, en tant qu'investisseur, à votre avis, dans quelle mesure on peut avoir plus d'investissements ou dans quelle mesure cet endroit pourrait attirer davantage d'investissements en Égypte? C'est simplement, ce sera la réputation de ce port. Simplement de savoir que ce port-là, c'est facile, la rentrée est facile, il y a tout le confort que le touriste voudra. C'est avec la réputation de ce port-là, la quantité de touristes qui viennent sera plus. C'est simplement... Vous voyez, c'est toujours, on dit, par exemple, nous, on a été à Safaga, c'était le port et c'était le plus luxueux. Ils ne vont pas aller sur les autres ports, ils ne vont pas aller sur les autres destinations. Eh bien, Monsieur Nagui El Ariane, vous êtes un investisseur, vous avez été sur place à Safaga. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, je vous en prie.
Eh bien, nous allons passer à l'Irak, où les forces irakiennes ont lancé aujourd'hui une offensive pour reprendre des villes contrôlées par le groupe terroriste Daesh dans l'ouest, près de la frontière syrienne. La première cible de l'opération est la localité de Ana, suivie de celle de Rawa et d'Al-Qaïm, les plus à l'ouest du pays, sur les rives de l'Euphrate. Les détails dans ce compte rendu. Une opération militaire a débuté dans les zones occidentales de la province d'El-Anbar pour les libérer de Daesh, a affirmé le lieutenant Qasim Mohammadi, l'un des commandants de l'opération. L'offensive est dirigée par la 7e division de l'armée, des unités de la police et des combattants de tribus locales, soutenus par l'aviation de la coalition internationale sous commandement américain, a-t-il précisé. Nos forces ont commencé à avancer depuis Hadissa en direction de Ana, a indiqué M. Mohammadi. Hadissa, à 200 km au nord-ouest de Bagdad, est la 3e ville de la vaste province d'El-Anbar et se trouve près du 2e plus grand barrage hydraulique du pays. Elle a été la cible de nombreuses attaques terroristes depuis l'offensive fulgurante de Daesh en 2014, mais les tribus locales ont réussi à contrer ces agressions. L'heure est venue de libérer les zones occidentales, a affirmé Nadhoum El-Jouhaifi, un commandant des tribus de Hadissa. En 2016, les forces irakiennes ont repris à Daesh de vastes pans de la province d'El-Anbar, notamment son chef-lieu Ramadi et la ville de Fallujah. Mais la sécurité dans cette large région désertique frontalière de la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite reste précaire et des terroristes circulent toujours dans la province. Des dizaines de milliers de membres des forces irakiennes sont actuellement mobilisés sur le front de Mossoul, le dernier grand fief irakien des terroristes qui ont perdu plus de la moitié des territoires qu'il avait conquis lors de l'offensive fulgurante de juin 2014. Pour donner plus d'éclaircissements concernant les travaux d'inauguration du nouveau port de Safaga auquel a assisté le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Ahmed Gamel, avec nous en ligne M. Ahmed Gamel, journaliste. M. Ahmed Gamel, bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Ahmed Gamel, à votre avis, quel est l'intérêt de ces travaux d'aménagement pour le tourisme et l'investissement? Je pense que vraiment c'est quelque chose de très positif de beaucoup de côtés. De côté ici, on est la rénovation le port de Safaga. Ça nous amène vraiment à être une grande opportunité pour les entreprises de logistique partout. Quoi qu'il soit, elles travaillent sur l'Afrique, dans le contexte de la mer Rouge. Et aussi à l'autre côté, concernant l'Égypte, le développement le sud du pays, Luxor, Aswan, etc., l'endroit qui sont en lien avec le port de Safaga, qui sont près de presque 200 km, 300 km. Et à l'autre côté, ça donne l'impression aussi que vraiment, c'est que la rénovation du port, elle a un sens un peu culturel et un sens mondial aussi, que le port, c'est un signe de la civilisation d'un État, comme la Singapour, etc. À votre avis, est-ce qu'il y aurait plus de projets à l'avenir aux alentours de ce port? Oui, c'est sûr, parce que ça regroupe à côté beaucoup de choses concernant les logistiques et concernant aussi les vols de pèlerins, la transportation des gens qui vont aller pour faire le pèlerinage en Arabie Saoudite. Ça facilite la tâche aussi pour beaucoup des autres entreprises de logistique de venir en Égypte au lieu d'aller à Port Saïd ou à Alexandrie, etc. Je pense qu'autour de ça, il y a un contexte des profits qu'on ne peut pas vraiment expecter maintenant. Mais potentiellement, on peut dire que, par exemple, c'est quelque chose de très positif quand il y a beaucoup des industries et beaucoup des choses qui vont baser sur la rénovation de ce port-là. À votre avis, est-ce que les travaux qui ont été effectués et l'état du logistique à présent va permettre d'attirer plus d'investisseurs en Égypte?
Oui, même M. Hicham Aboussen, le chef des ports de l'Égypte, il a déjà déclaré qu'ils ont déjà fait la rénovation pour la profondeur qui atteint presque maintenant 20 mètres. Et aussi concernant que aussi ils vont faire la cotisation, ils vont injecter 4 milliards de livres égyptiens pour lier ou bien pour faire en ligne, lier les villes et les communautés du sud de l'Égypte pour le port. Et donc ça va amener beaucoup de profits, soit sur le long terme et sur le short terme. Monsieur Ahmed Gamel, on a appris que le chef de l'État a donné le coup d'envoi pour que des travaux d'aménagement soient effectués au projet minier du Triangle d'Or. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissements? Concernant ça, c'est toujours, elle était le sud de l'Égypte ou bien quoi, le sud de l'Égypte ou bien on peut dire le pré-sud de l'Égypte à partir de l'Onia était un peu négligé dans plusieurs temps d'avant, depuis presque 30 ans quelque chose. Et donc le triangle d'or, vraiment ça va amener, ça va changer la mentalité qui tout ce qui est construit, tout ce qui est projet de développement, c'est juste pour le Caire, l'Alexandrie, au nord du pays, juste. Mais ça va être aussi, ça va faire sortir le potentiel de Bani Suef, de Za'farana, de Hurghada, de beaucoup de choses et de beaucoup d'endroits qui n'étaient pas dans notre tête avant. Monsieur Ahmed Gamel, vous êtes journaliste, merci d'avoir été avec nous en ligne. Passons à la Syrie, dont le régime et ses alliés ont multiplié raids et tirs d'artillerie mercredi contre une région rebelle proche de Damas, la Turquie, les accusant de violer le cessez-le-feu et de menacer les prochaines négociations en vue d'un règlement du conflit. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. La Turquie soutient des rebelles et la Russie, alliée du régime, ont parrainé un accord qui a permis l'entrée en vigueur le 30 décembre d'une nouvelle trêve entre insurgés et régime avant la tenue vers la fin janvier de négociations de paix à Astana au Kazakhstan. Mais alors que les violences ont cessé dans la plupart des régions en Syrie depuis le début de la trêve, les combats ont continué à Wadi Barada, un secteur clé rebelle où se trouvent les principales sources d'approvisionnement en eau potable pour les 4 millions d'habitants de Damas et de ses environs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, le régime a dépêché des renforts pour aider à s'emparer de la zone et à rouvrir les pompes vers la capitale qui souffre de graves pénuries d'eau depuis le 22 décembre. L'aviation et l'artillerie du régime, aidées au sol de son filiale allié du Hezbollah libanais, a bombardé toute la journée Wadi Barad, une localité située à 15 km au nord-ouest de Damas et assiégée depuis 2015 par l'armée, a précisé l'ONG. Le régime du président Bachar el-Assad accuse les rebelles de contaminer au diesel les réserves d'eau et de couper le réseau d'approvisionnement vers Damas. Les rebelles, eux, affirment que les bombardements du régime ont endommagé ces installations. Parallèlement au combat, des négociations sont en cours pour faire cesser les violences et réparer les infrastructures, a indiqué l'OSDH, en soulignant que le régime conditionne tout arrêt de son offensive à son contrôle des sources d'approvisionnement en eau dans le secteur. Passons à la Turquie qui affirme avoir identifié l'auteur de l'attentat ayant fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul au Nouvel An, un carnage qui vise selon le président Erdogan à diviser la société turque. Le carnage au Rena a marqué un début d'année sanglant, malheureusement pour la Turquie, déjà secouée en 2016 par une tentative de coup d'État et une vague d'attaques meurtrières commises par des terroristes ou la rébellion kurde. Voici plus d'éclaircissements dans ce compte rendu avant de retrouver notre invité, docteur ingénieur Ahmed Salah Rifqi, ingénieur de systèmes technologiques susceptibles de gérer beaucoup d'aspects dans la société. Il va nous en dire plus aussi de son côté. Toujours en fuite, l'assaillant qui a attaqué tôt dimanche matin le Rena, une des boîtes de nuit les plus connues de la métropole turque, a été identifié et son domicile fouillé, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie Mevlut Cavazloglu.
Les efforts pour le capturer se poursuivent, a-t-il ajouté, évoquant une attaque professionnellement organisée. Les autorités ont diffusé plusieurs images de l'auteur présumé de cet attentat qui, pour la première fois en Turquie, a été directement revendiqué par le groupe terroriste Daesh. Au moins 20 personnes, dont 11 femmes soupçonnées de lien avec Daesh, ont été arrêtées mercredi matin à Izmir. Des perquisitions menées dans leur appartement ont permis la découverte de lunettes de vision nocturne, de matériel militaire et de faux passeports. Les personnes arrêtées étaient originaires d'Asie centrale et de Syrie. Mardi, les médias turcs avaient rapporté que le tueur pourrait être lui-même originaire du Kazakhstan ou d'Ouzbékistan. Le but de l'attentat est de nous dresser les uns contre les autres, a averti le président Recep Tayyip Erdogan, soulignant un risque de polarisation après la publication de messages sur les réseaux sociaux critiquant le style de vie des personnes tuées dans la discothèque. Le mode de vie de personnes n'est menacé de façon systématique. Nous ne le permettrons pas, a affirmé le chef de l'État turc lors de son premier discours public depuis l'attaque.